Ce soir, on va parler essentiellement des canalopathies, QT long, QT court, Brugada, repolarisation précoce, tachycardie ventriculaire polymorphe, catécholergique. Et souvent, une question qui m'est posée, c'est mais comment se fait-il que l'on n'ait pas le droit de faire du sport alors que c'est bon pour la santé? Eh bien, en fait, c'est vrai que la pratique d'une activité physique ou sportive est très importante pour prévenir toutes les maladies chroniques, mais ce qui est le plus efficace, c'est l'activité physique d'intensité modérée, régulière, c'est-à-dire que de faire de la compétition ou du sport intense apporte peu de bénéfices supplémentaires. C'est pour ça que oui à l'activité physique modérée. Les sports sont classés selon leurs composantes. On voit par exemple ici les sports d'habileté comme le golf, les sports de force comme la musculation, les sports mixtes, c'est tous les sports collectifs, les sports d'endurance comme le vélo, la course à pied, la randonnée, toutes ces épreuves. Et après, vous avez 3 intensités, faibles, moyennes et hautes. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir autoriser ou pas la pratique de certains sportifs. Après, il y a un élément qui est très important à retenir, c'est l'auto-évaluation de l'intensité de pratique du sport. Ici, vous avez la quantité d'oxygène que l'on consomme pendant qu'on fait un exercice. Plus je consomme d'oxygène, plus l'exercice est intense. Mais ce qu'il faut bien connaître, c'est la respiration. On voit que la respiration monte normalement, ici, et tout d'un coup, elle accélère brutalement. Eh bien, c'est ce seuil-là de ventilation accélérée qu'il faut connaître quand on fait du sport. Tant qu'on est en dessous, c'est de l'activité physique faible ou modérée. Quand on est au-dessus, c'est de l'activité physique intense. Ça permet de savoir où on en est. En dessous, le risque d'arythmie est très faible. Au-dessus du seuil, le risque d'arythmie est un peu augmenté. Après, des questions fréquemment posées, c'est quel mode d'entraînement privilégier? En fait, il y a 2 grands modes. Un entraînement continu, c'est-à-dire, voyez, je cours au niveau de mon seuil où ça devient difficile pendant longtemps, ou bien de l'entraînement fractionné. L'entraînement fractionné, c'est là, je vais très vite pendant très peu de temps, je continue doucement pendant assez longtemps, je recommence très vite, etc. Et puis, il y a un troisième élément qui est important, c'est la durée de l'effort. En réalité, cet entraînement continu, modéré, présente très peu de risques pour les arythmies. Cet entraînement de longue durée, toujours continu, mais plus de 45 minutes, augmente les risques. Et de la même façon, il est possible que lors du fractionné important, le fractionné, on ait un peu plus de risques. Il faut toujours faire attention à la chaleur importante et la déshydratation qui ne font pas bon ménage avec les canalopathies. Enfin, le dernier point, c'est le point de la discussion partagée pour une pratique sportive en compétition. Ça, c'est très important, c'est quelque chose de nouveau, qui n'est pas habituel pour les médecins français, mais je pense qu'il faut qu'on copie les médecins anglo-saxons, c'est-à-dire que la décision, on la prend à plusieurs. Il y a le sportif, éventuellement avec sa famille, si c'est un mineur. Ce sportif, on va lui expliquer tout ce que l'on peut sur la maladie. Il va confirmer qu'il comprend bien, lui ou sa famille, les informations. Le sportif va être là. Il y a éventuellement la famille et le médecin. Et puis le médecin, lui, il a fait le diagnostic de la maladie, il a estimé le risque, il a proposé un traitement et il va répondre ou informer clairement le sportif. Généralement, le médecin peut prendre l'aide d'autres médecins. C'est ce qu'on appelle une décision collégiale. Ça, c'est pour bien vous montrer que dans tous les cas, la décision de la pratique sportive vis-à-vis d'un patient qui a une calopathie, c'est réfléchi. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide en quelques secondes. À partir de cette discussion franche, où tout le monde joue un franc jeu, on voit quel type de sport est possible d'être poursuivi, sans limitation. Avec des limitations, on les précise, ou bien quels sont les sports qui sont contre-indiqués. Si c'est contre-indiqué, quelle contre-indication relative, ça peut être de temps en temps une contre-indication au sport intense, mais dans tous les cas, on peut continuer le sport non intense, c'est-à-dire au-dessous du seuil de celui dont je vous ai parlé. Bien sûr, dans ce cadre-là, il faudra prendre connaissance des règles d'or du Club des cardiologues du sport pour la bonne pratique sportive. Il faut accepter un suivi cardiovasculaire régulier en sachant qu'on peut remettre en cause la première décision. Ça peut être dans des sens bénéfiques ou dans des sens plus difficiles. Et s'il y a des règles de sécurité
il faut bien les respecter et accepter les restrictions éventuelles en sachant que si on vous les propose, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution vis-à-vis du niveau de risque éventuel. Un exemple pour vous montrer la difficulté, c'est un athlète de haut niveau qui fait de la natation et quand on lui fait son électrocardiogramme, on trouve qu'il a un QT long à 523 millisecondes. Il faut savoir que chez les athlètes, déjà, les normes sont différentes. On accepte des durées de QT plus longues que chez Monsieur Tout-le-Monde. Ce sportif, par l'expérience, on trouve qu'il a un électrocardiogramme avec un QT long, mais un QT un peu bizarre, qui peut être lié à l'entraînement. On le désentraîne et on voit effectivement qu'après un désentraînement, son QT se normalise. Ceci, c'est pour vous montrer que ça n'est pas toujours facile et qu'il faut que les familles touchées par ces maladies, avec tout le drame que ça représente pour eux ou que ça peut représenter, comprennent bien que des fois, on prend du temps parce que c'est difficile. Ce sportif-là a pu continuer à faire du sport, mais on lui a demandé de respecter la liste de produits allongeant le QT. Attention aux boissons énergisantes, type Red Bull, qui augmentent aussi le QT, d'éviter la déshydratation et bien sûr, on a continué à le surveiller. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vais enchaîner pour faire suite à la présentation de François. Je vais vous parler de ces fameuses canalopathies qui posent problème avec la pratique sportive. Une des particularités des canalopathies, c'est qu'elles font le lit de troubles du rythme ventriculaire qui peuvent entraîner des pertes de connaissance ou des arrêts cardiaques récupérés ou non. Et ces canalopathies se décompensent particulièrement, notamment dans le cadre du syndrome du QT long, des tachycardies ventriculaires ou du syndrome du QT court, dans des contextes justement où le cœur s'accélère, où on est dans une ambiance de sportive, de stress, dans des contextes où on stimule le système adrénergique. Et donc, toute la problématique de ces canalopathies, c'est justement d'éviter de se trouver dans ces circonstances qui vont faire que le système électrique se déstabilise. À la différence, il y a une grosse différence avec les cardiomyopathies ou avec la dysplasie, où là, il y a un substrat musculaire également, et l'effort va participer potentiellement à l'aggravation de la cardiopathie, ce qui n'est pas le cas dans les canalopathies. Dans les canalopathies, on a juste un problème rythmique pur et on n'a pas à se préoccuper du retentissement éventuel de la pratique sportive sur la progression musculaire de la maladie. Donc, la principale canalopathie que nous rencontrons en consultation et qui nous pose problème par rapport à la pratique sportive, c'est le syndrome du QT long congénital. Vous voyez sur cette diapositive représenter les 3 formes génétiques principales du QT long avec les histogrammes qui précisent les circonstances de survenue de ces fameux troubles du rythme. En violet, vous voyez tout ce qui est lié à l'effort. En orange, l'émotion. Et puis sommeil ou autres circonstances pour les autres formes de QT long. Et on voit que la majorité des événements, des syncopes ou des manifestations cliniques dans le QT long surviennent soit à l'effort, soit dans un contexte d'émotion. Donc, à chaque fois qu'on stimule ce fameux système adrénergique avec des circonstances sans stimulation adrénergique qui sont quand même plus rares. Donc, toute la problématique et l'interaction pratique sportive avec la décompensation de la canalopathie est tout à fait représentée au travers de ces études. La prise en charge du QT long, une fois qu'on a fait le diagnostic, passe par des médicaments qui sont les bêta-bloquants qui vont antagoniser l'effet de stimulation adrénergique sur le cœur, avec une décision de mettre en place un traitement quand on fait un diagnostic, tout un tas d'autres possibilités thérapeutiques médicales qui visent là aussi à stabiliser le rythme cardiaque et à rendre le cœur moins vulnérable à la stimulation adrénergique. Mais il y a également toute une partie de la prise en charge dans le syndrome du QT long congénital qui est tout aussi importante que le bêta-bloquant et qui est justement éviter toutes les situations qui vont fragiliser le circuit électrique, qui vont rendre plus vulnérable aux stimulations adrénergiques le cœur. Et ça passe par les médicaments qui allongent le QT, ça passe par compenser quand on a des désordres hydroélectriques, faire attention aux sonneries stridentes, et ça passe également par l'interaction entre le sport et la canalopathie.
on va revenir dessus. Donc, la restriction de la pratique sportive ou l'encadrement de la pratique sportive fait vraiment partie intégrante du traitement et participe à la protection des patients qui sont atteints du syndrome du QT long congénital. Alors, évidemment, ça pose problème. Pourquoi? Parce que ce diagnostic est porté essentiellement chez des adultes jeunes, des enfants, des adolescents, qui n'ont aucune cardiopathie par ailleurs, qui ont peut-être présenté une syncope, parfois pas, puisqu'on fait de plus en plus de diagnostics présymptomatiques, et qui donc va poser plusieurs types de problèmes. Alors, chez les patients qui ont présenté une syncope, on peut avoir une peur de la syncope, justement, et une paralysie à l'idée de reprendre le sport pour ne pas se retrouver dans une situation où on va refaire une syncope. Et chez les patients qui sont diagnostiqués à un stade présymptomatique, eh bien, les adolescents ou les enfants ne vont pas comprendre pourquoi on leur interdit le sport, pourquoi on restreint leur pratique sportive, avec toute la problématique à l'adolescence de transgresser justement cet interdit. C'est pour ça que c'est extrêmement important de passer du temps en consultation, peut-être même plusieurs consultations, consacré justement à expliquer pourquoi on est amené à encadrer cette pratique sportive, et expliquer que les décharges d'adrénaline peuvent favoriser les troubles du rythme, expliquer l'intérêt de prendre des bêta-bloquants pour protéger le cœur de cet impact et pour laisser à toujours une ouverture possible sur quel type de pratique sportive on va autoriser pour que l'adulte jeune, l'enfant, ne se mette pas en danger. Il y a des recommandations qui viennent d'être éditées par l'ESC en 2020 qui justement précise le champ possible de cette pratique sportive. C'est des pratiques de bon sens, mais c'est important de les rappeler. François en a déjà parlé, vérifier que le patient prend bien son traitement bêta-bloquant, ne pas donner de médicaments qui allongent le QT et discuter du type de sport, de la modalité qu'on va autoriser à ces patients qui ont un QT long. Et donc, on va privilégier tous les sports qui sont plutôt, qui passent par un type d'entraînement non fractionné, donc plutôt sur de l'endurance, avec une limitation de la pratique sportive, effectivement, des séances pas plus que 45 minutes pour toutes les raisons que François vous a évoquées. Peut entrer dans la décision aussi d'autoriser ou non le sport, le type de QT long au plan génétique, la longueur du QT. Et tout ça, c'est vraiment une discussion qui est, comme le sportif de haut niveau, comme le sportif de compétition, une discussion qui doit être partagée avec les parents, avec éventuellement d'autres médecins qui sont amenés à prendre en charge l'enfant ou l'adolescent. Et puis, il y a malgré tout des cas où on va contre-indiquer le sport en cas de QT très long ou chez des patients qui sont très symptomatiques pour lesquels on n'est pas à l'aise avec le traitement bêta-bloquant. En matière de QT long, on a plutôt, la règle est plutôt de ne pas autoriser la compétition. Alors, il y a tout à fait des cas particuliers, comme a évoqué François Carré, et dans ce cas-là, il y a des commissions qui se réunissent, on discute ensemble de l'autorisation potentielle d'un sport en compétition chez les patients qui ont un QT long. Donc, le sport scolaire et de loisirs, la contre-indication totale est exceptionnelle. Il faut toujours trouver un contexte de pratique sportive possible pour les enfants, les adolescents et les adultes jeunes, pour lequel ils trouvent du plaisir et pour lequel ils ne se mettent pas en danger. Pour ce qui est du sport scolaire, on peut s'aider sur les certificats d'inaptitude partielle où on peut vraiment faire une autorisation à la carte en fonction du programme scolaire, en fonction de ce que l'enfant ou l'adolescent veut faire, en fonction du contexte clinique, de son niveau de symptômes ou pas. Très brièvement, TV catécholergique, en fait, c'est la même problématique, sauf que là, on a un seuil de survenue des troubles du rythme qui est beaucoup plus bas, c'est-à-dire pour des efforts beaucoup moins importants, le risque de présenter des troubles du rythme, des syncopes à l'effort est beaucoup plus important, donc on sera un petit peu plus restrictif quant à la pratique sportive, mais on ne va pas l'interdire totalement non plus. On va se donner les moyens de trouver un sport adapté à l'enfant ou à l'adolescent. On peut également lui proposer de faire des épreuves d'effort avec le traitement pour vérifier justement le niveau d'apparition des extrasystoles ou de ces troubles du rythme et trouver un sport, une pratique sportive qui reste en deçà du seuil d'apparition de ces troubles du rythme. Il faut toujours avoir une proposition positive de pratique sportive chez ces enfants. Et pour terminer très brièvement, le syndrome de Brugada qui ne nous pose pas beaucoup de
problème. Pourquoi? Parce que les arythmies surviennent essentiellement dans les périodes de repos ou de sommeil ou de fièvre. Et la seule restriction qu'on apportera à la pratique sportive, c'est de pratiquer dans des conditions climatiques où la température corporelle reste inférieure à 39 degrés. Donc, pas faire des séances de sport haut niveau en plein cagnard, ça sera déconseillé parce qu'on va élever la température corporelle et favoriser la survenue des troubles du rythme. Mais sinon, on est beaucoup moins gêné pour les patients Brugada, pour leur autoriser des pratiques sportives et même en compétition. Voilà, donc en gros, pratiques sportives pour les canalopathies possibles, à évaluer au cas par cas en fonction de l'âge, du sexe, du génotype, des symptômes. C'est toujours une décision partagée, même à ce niveau-là, même sans niveau de compétition, entre le patient, la famille et le rythmologue référent. Et la compétition pour les canalopathies reste plutôt la règle, avec une évaluation collégiale qui est tout à fait possible sur des dossiers très particuliers. Voilà. Voilà. Bonjour, alors donc nous sommes une association de patients sur la mort subite du sujet jeune de 0 à 40 ans. On est plus orienté sur les cardiomyopathies. Donc le sport est effectivement recommandé à un niveau loisir. Alors c'est même fortement recommandé. Donc, nous, sur les patients, on a eu des retours par rapport au sport d'endurance, tels que la marche, le jogging, la natation, le cyclisme, comme c'est marqué, sont particulièrement bénéfiques en cas de maladie cardiaque. Par contre, on a quand même des retours par rapport au temps. Après 30 minutes, entre 30 et 45 minutes, on a pas mal de personnes qui sentent une différence, en fait, cardiaque, qui ralentissent, qui ont tendance à accélérer. Et c'est vraiment, ils se sentent bien entre une intensité faible à modérée entre 20 et 30 minutes. Après, ils ont quand même du mal, surtout en chaleur, pas forcément forte chaleur. Hein. Les sports trop intenses, comme c'est indiqué, trop violents avec des risques traumatiques comme le tennis, le badminton, football, basket, squash, un petit peu tout ce qui est fractionné. Là, c'est contre-indiqué. On a eu c'est là où il y a eu le plus de syncopes, en fait. Et comme disait le professeur avant, Isabelle aussi, en fait, on a eu des cas de témoignages de syncope, surtout chez les enfants, qui sont liés au stress avant même de faire un entraînement. La peur, en fait, de ne pas savoir ce qui va se passer pendant l'entraînement leur a déclenché des syncopes ou des petits malaises avant même l'entraînement. Donc, la gestion du stress et de savoir exactement ce qu'ils risquent pendant un entraînement, même modéré, est très, très important. Il faut vraiment en parler parce que souvent, on ne sait pas, le professeur de sport ne sait pas, ou la famille ne sait pas, et ça pose des soucis. Donc là, c'est les syndromes, après, on voit qu'ils sont mis en cause. Donc le syndrome du QT long, la tachycardie ventriculaire, Brugada, le QT court, la DVDA et le syndrome de polarisation précoce. Donc pour le Brugada, donc symptomatique, alors activité sportive de loisirs autorisée, toujours pareil, pas de sport de compétition. Après, moi, je ne me porte pas en docteur, attention, c'est un résumé, et je peux me tromper, donc c'est à prendre aussi. Il y a une surveillance dans les activités de loisirs autorisées. Sur le côté, j'ai mis les activités de loisirs possibles, donc le ski, le vélo, la randonnée, jogging, tennis, vélo, bowling, golf, patinage, plongée, poids. Voilà. Après, donc, quelle contre-indication à toute pratique sportive? Alors moi, c'est ce qui revient après. J'ai vu que c'était un petit peu différent dans ce qui a été dit avant. Donc aussi, c'est à prendre un petit peu différemment pour ce qui est loisirs, mais compétitions, en tous les cas, nous, avec les retours qu'on a sur les clubs de sport, c'est complètement contre-indiqué. Alors, le dépistage est très, très important et le dépistage familial surtout. Je sais que nous, on essaie d'orienter absolument tout le monde vers le dépistage familial. Parce que, je reviens toujours au stress, mais le stress, en fait, d'une famille est aussi important que le stress de l'athlète en lui-même. C'est-à-dire quand, dans un couple, admettons que ce soit le monsieur qui est impacté, quand il va dire au revoir à sa femme, moi j'ai eu ça en témoignage, le stress que sa femme a de devoir partir courir, par exemple, l'impacte profondément lui.
Donc, c'est vraiment beaucoup de dialogue autour de ça et une très bonne connaissance, en fait, de ce que risque la personne par rapport à sa pratique sportive qui est toujours de loisir. Hein. Ça, c'est très important. Ça, c'est un petit récapitulatif des sports qui sont pratiqués, praticables, suivant les composantes statiques, en fait. Donc, en fait, voilà, moi, mon diaporama est terminé, mais c'est vrai que ce que je me suis aperçue surtout, c'est comme vous avez dit, il faut un dépistage, il faut une prise en charge globale et il faut surtout beaucoup de dialogue et une gestion de stress très, très importante. On ne se rend pas compte, en fait, ne pas savoir ce que va faire notre pratique du sport, à quelle hauteur ça impacte, en fait, au moment même de la pratique. C'est vraiment, je vous dis, moi, j'ai eu pas mal de, entre guillemets, hein, de monde qui ont fait des syncopes ou des malaises avant même de partir en entraînement. Donc ça, c'est important aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Amandine. Merci, Amandine. Première question concerne la DAVD. Et donc, une personne qui demande, elle, à 35 ans, est-ce qu'elle peut faire du sport basket, enfin bon, des sports assez intensifs, et est-ce que ces enfants qui ont maintenant 6 ans et 7 ans pourront faire du sport? Voilà. Pour répondre à votre question, en fait, moi, je vous parle de ce qui est idéal. Hein. Je sais bien que Oui. malheureusement, c'est pas idéal. Et on essaye de faire passer ce message qu'aujourd'hui, le patient doit être averti, informé clairement de sa maladie et des risques éventuels que cela peut apporter. Donc voilà, pour répondre à la question que vous m'avez posée concernant cette jeune femme. Oui, qui a 26 ans, elle a 26 ans. Et alors, elle a 2 enfants qui sont en attente d'enquête génétique. Donc, il faut savoir que la maladie arythmogène du ventricule droit, ou la DAVD, c'était le nom qu'on prenait avant. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus large. Il y a des cardiopathies arythmiques, donc, dont la maladie arythmogène du ventricule droit font partie. Et on sait, malheureusement, que la pratique du sport intense, même en loisir, aggrave la maladie. Oui, ça, oui. C'est important. Donc, à partir du moment où il y a un risque d'aggravation, on a des preuves formelles, il y a eu des modèles expérimentaux. Maintenant, on a plusieurs articles qui sont venus de différentes équipes qui ont conclu le sport de loisir, oui. Alors, loisir, c'est-à-dire que je reste en dessous de l'essoufflement dont je vous ai parlé. Je peux jouer au basket en étant en dessous. C'est à moi de me contrôler et d'apprendre à ce niveau-là. Et pour ces enfants, tout va dépendre de la réponse de la génétique. Si la génétique confirme le diagnostic, eh bien, ça voudra dire qu'une pratique sportive intense risque d'aggraver leur maladie. Si l'enquête génétique est négative, ce que je souhaite bien sûr, ils pourront faire tous les sports qu'ils veulent. Mais là, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a les preuves formelles que ça aggrave la maladie, et donc c'est prendre un risque majeur pour tout son avenir. Oui. Très bien. Il y a une autre question avec toujours pour une DAVD, la pratique du vélo, et ensuite on parlera donc avec la pratique du sport avec une DAVD et un défibrillateur. Donc le vélo. Je te laisse répondre, Isabelle, si tu veux. Le vélo, c'est un peu la même problématique du sport en général dans la dysplasie, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est extrêmement important d'expliquer aux gens que la pratique sportive intense, sur la durée aussi, on a montré que voilà, il ne fallait pas dépasser les 45 minutes, 30 minutes c'était bien, 2 fois à 3 fois par semaine maximum, parce que encore une fois, la pratique sportive en elle-même va favoriser le développement de la transformation dysplasique du cœur et donc va aggraver la maladie. Donc le vélo, on peut en faire, mais dans des conditions où on reste en deçà du seuil d'essoufflement et pas plus de 2 à 3 fois par semaine, 30 minutes, 30 à 45 minutes. D'accord. Et donc pour ces patients, quel sport? D'une manière concrète, quel sport? C'est eux qui doivent savoir lorsqu'ils doivent s'arrêter.
Voilà, exactement. Comme vous l'avez très bien dit, ils peuvent faire le sport qu'ils désirent, Oui. à condition que ce soit une intensité modérée. J'en profite pour rappeler que le sport qui est bénéfique pour la santé, c'est le sport modéré. De faire de la compétition n'apporte pas un bénéfice majeur. Donc, que psychologiquement, ce soit difficile, surtout quand on faisait du sport intense avant et qu'on apprend secondairement qu'on a cette maladie, je le comprends parfaitement. Et puis, deuxième point, comme l'a dit Isabelle, sur les sports d'endurance type vélo, type course, il ne faut pas faire des durées trop longues. C'est-à-dire que dans la semaine, il faut se limiter au maximum à 1h30, 2 heures dans la semaine, au total. Mais il vaut mieux faire 4 fois 30 minutes ou 3 fois 30 minutes que 1 fois 2 heures. Parce que 2 heures, c'est long et ça abîme le cœur. Ce qui est important aussi, ce qu'on peut proposer aux patients, c'est de faire des épreuves d'effort assez régulièrement. Ça permet de documenter justement le comportement à l'effort, de déterminer le seuil d'essoufflement, de leur apprendre aussi à reconnaître eux-mêmes quand ils sont dans des zones où ils vont passer en pratique sportive délétère, entre guillemets. Donc, moi, je fais faire assez régulièrement des épreuves d'effort justement pour, voilà, on fait le point, où est-ce que vous en êtes dans votre pratique sportive, etc., avec le traitement, puisque très souvent, ces patients, même pour la dysplasie, sont sous bêta-bloquants et ça peut modifier aussi la pratique sportive, la perception justement et le seuil de survenue de l'essoufflement. Donc, ça permet aussi de rassurer le patient puisque il va apprendre à reconnaître lui-même la zone dans laquelle ça va être plus risqué pour lui. Il y a une question qui va un peu dans ce sens, c'est pour ça que j'interviens, où on demande quels sont les signes qui peuvent m'avertir qu'il faut que je m'arrête. Justement, qu'est-ce que vous pourriez dire sur ces signes-là ou qu'est-ce qu'il faut surveiller? Avant les symptômes dont va parler Isabelle après moi, on va faire en sorte de s'arrêter avant que les symptômes surviennent. C'est-à-dire que on va respecter le niveau du souffle. Alors, le niveau du souffle que je vous ai montré tout à l'heure, ça correspond à quand vous marchez sur la route ou si vous trottinez, vous parlez. Vous accélérez et tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que le souffle vous gêne vraiment et que vous avez du mal à parler. Ben là, vous êtes trop haut. Donc, il faut rester en dessous. Et ça, vous pouvez le faire, par exemple, même lors d'un match de basket, vous donnez votre ballon, vous voyez que vous êtes trop essoufflé, ben vous sortez, il y a quelqu'un d'autre qui prend votre place, ou vous marchez, et puis voilà. Hein? Mais pour les symptômes, les autres symptômes, Isabelle va vous préciser effectivement. Mais alors, ça, c'est la limite de la ventilation. C'est la limite de la ventilation et pour les autres symptômes, ce sont essentiellement les palpitations, les sensations d'extrasystole, les sensations de tachycardie, la tête qui tourne, enfin tous ces signaux qui traduisent en fait la survenue de troubles du rythme, d'extrasystole d'abord, puis de troubles du rythme. Mais normalement, si on respecte si on continue la pratique sportive en deçà du seuil de ventilation correcte, on ne se met pas en danger sur le plan rythmique et on n'a pas ces symptômes. Alors, pour compléter, pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise, vous avez la possibilité d'aller voir les personnes qu'on appelle des enseignants en activité physique adaptée. Ce sont des gens qui ont fait STAPS, qui ont fait dès la première année, après la première année, ils ont pris une filière de 3 ans, 5 ans ou 7 ans, selon l'évolution qu'ils ont voulu. Et ils n'apprennent à faire de l'activité physique qu'aux gens qui ont des maladies chroniques. Et le seuil ventilatoire dont je vous parle, c'est la base. Tous les gens qui ont des maladies chroniques, on les entraîne là. Donc, eux, ils pourront, avec vous, courir et vous dire, ben voilà, c'est ça. Mais comme l'a dit Isabelle, le cardiologue peut vous le dire. Si vous lui dites, oui, j'ai entendu parler, Madame Danjois, Monsieur Carré m'ont dit qu'il fallait mon seuil ventilatoire, est-ce que vous pouvez me le signaler pendant le test d'effort? Eh bien, le médecin va vous parler et à un moment, vous allez avoir du mal à lui répondre. Il va dire, ben voilà, c'est là. Ça, il ne faut pas le dépasser. D'accord. Bon, c'est très important. Aussi, on peut peut-être dire que les sports individuels sont davantage contre-indiqués que les sports collectifs, puisqu'il n'y a dans un sport individuel, on va être seul en cas de malaise, donc peut-être il est préférable de faire un sport collectif. Alors, moi, je suis un petit peu moins affirmatif que vous. C'est pas affirmatif, c'est… Non, je plaisante, Madame Pulissier. Oui. Non. Je voulais dire par là que sport collectif a un souci,
C'est que quand je joue dans une équipe, si je suis le boulet de l'équipe, je D'accord. vais me mettre au-delà. Je peux me mettre D'accord. au-delà un petit peu si je Ouais. suis un peu compétiteur. Mhm. Par contre, dans le sport individuel, moi, ce que je recommande, c'est le portable. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Et je peux faire en sorte d'aller pas courir tout seul dans le bois. Je peux Oui. courir où je suis tout seul, où je fais du Mhm. vélo, mais il y a du monde autour de moi. Oui, ça, je pense que c'est important. Voilà. On avait la question également, le sport avec une DVDA, avec un défibrillateur. Donc, est-ce qu'on est protégé par le défibrillateur quand on fait du sport ou bien on a les mêmes recommandations que les autres? Voilà. Alors là, je vais être très clair avec vous. On ne vous met pas un défibrillateur pour faire Oui. du sport, pour que vous soyez protégé. D'accord. Parce que d'abord, la protection, elle est bonne, mais on ne s'est pas amusé à présent jusqu'à voir. Allez-y, faites tous du sport, on va voir combien de fois le défibrillateur marche. On n'en est quand même pas là. On ouvre un petit peu nos esprits, mais on n'en est pas encore là. Donc aujourd'hui, défibrillateur dans une pathologie type canalopathie, ce n'est pas de compétition. Alors, je peux tempérer un tout petit peu, hein, on verra si Isabelle est d'accord avec moi. Il y a des cas où le défibrillateur est posé en prévention primaire, c'est-à-dire dans une famille où il y a des gens qui ont eu beaucoup d'accidents, on leur met le défibrillateur. Moi, si la personne vient me voir et me dit, voilà, je vais courir parce qu'il y a mon fils pour courir avec lui, mais je resterai en dessous du premier seuil ventilatoire, donc je participe à une épreuve, je donne le feu vert. Voilà. Je ne sais pas ce qu'Isabelle fait, mais voilà comment je fais. On est tout à fait d'accord. En fait, enfin, le défibrillateur ne permet pas de s'affranchir d'aucune des contre-indications ou des indications. C'est juste quelque chose qui, à un moment donné, dans le parcours de prise en charge du patient, et il y a une indication qui se pose. Et effectivement, on ne peut pas du tout autoriser, faire lever toutes les contre-indications parce qu'il y a un défibrillateur, ça c'est sûr. D'accord. D'accord. Il y a une question CMH. Et donc, est-ce que, même lorsque c'est sévère, est-ce que l'on peut quand même faire du vélo d'appartement? Moi, je dis oui, parce que il faut bien comprendre que vu tous les bénéfices de l'activité physique modérée, oui, c'est ça. qui va prévenir le diabète, qui va prévenir voilà. le cholestérol, etc., etc., il ne faut pas hésiter à en faire. Moi, je recommande à tous mes sportifs, même très malades, de faire de l'activité physique et je leur trouve ce qu'ils peuvent faire. Donc, si cette personne veut faire du vélo d'appartement, bien sûr, cette pathologie ne va pas vous interdire de bouger. Si jamais la gravité est telle, eh bien, si on a besoin de mettre un défibrillateur, on mettra un défibrillateur. On fera en sorte que vous puissiez avoir la vie la moins perturbée possible. Je reviens à la DVDA parce que c'est un message qu'on a du mal à entendre. Le problème du sport dans la DVDA, c'est que ça aggrave la pathologie. C'est pas le cas du QT long. Le sport n'aggrave pas le QT long, mais le risque est plus élevé. Alors, on est beaucoup plus strict et c'est assez récent parce qu'on ne le savait pas avant. Mais je peux vous dire que, par exemple, moi, dans mon expérience, j'ai des cyclistes professionnels qui ont eu une DVDA on ne l'a pas vue, et ça s'est nettement aggravé, et les frères avaient la même pathologie, ils ont aggravé leur DVDA avec le vélo. Le frère qui n'a pas fait de vélo, tout s'est bien passé. Non, ça c'est tout à fait clair, et c'est un message qui est très important à expliquer aux patients, c'est que la particularité de la DVDA et un peu de la cardiomyopathie hypertrophique aussi, c'est que l'effort aggrave en soi la maladie indépendamment du risque rythmique qui se surajoute, contrairement au QT long et aux canalopathies pures. D'accord, c'est important de le noter. Pour les canalopathies, le QT long, il y a des questions comme est-ce que je peux faire du ski? Bien sûr, il n'y a aucun. Si on est dans les conditions d'un traitement qui est correctement pris, si on est dans toutes les conditions d'une pratique sportive correcte, il n'y a aucun problème. Par contre, là aussi, il ne faut pas aller faire du ski tout seul, mais d'une manière générale, personne ne devrait aller faire du ski tout seul pour que, si jamais il se passe quelque chose, il y ait quelqu'un qui accompagne la personne. Et c'est mieux de ne pas partir faire du ski. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, alors, on a toujours le sport aquatique. Voilà. Alors, le sport aquatique, c'est une question qui est très importante parce que, en particulier dans le QT long et dans les TV catécholergiques,
on sait que les sports aquatiques non maîtrisés sont des sources de troubles du rythme, de déstabilisent les canalopathies, en particulier favorisent les syncopes. Et une syncope dans l'eau, c'est toujours beaucoup plus problématique avec le problème de la noyade par rapport à une syncope qui se passe sur la terre. Mais le fait de faire du sport dans l'eau, et en particulier du sport avec de l'apnée, est un facteur qui déstabilise l'arythmie également. Donc moi, ce que je recommande pour les enfants et les adolescents, c'est de contre-indiquer tous les sports aquatiques scolaires, la piscine, etc. Mais par contre, c'est extrêmement important qu'ils sachent nager, qu'ils n'aient pas peur de l'eau. Et donc, à ce moment-là, j'autorise l'apprentissage de la natation en milieu familial ou s'ils peuvent avoir des leçons particulières, etc., pour qu'ils n'aient pas peur de l'eau et pour que voilà, ils puissent nager pour leur plaisir. Mais en milieu scolaire, je le contre-indique parce que c'est trop dangereux et il n'y a pas suffisamment d'encadrement pour vérifier que les enfants et les adolescents ne soient pas en danger quand ils nagent. Ce que dit Isabelle est très important. Je veux le répéter parce qu'il y a un débat, hein, il faut le dire, entre certains d'entre nous. Et il y en a qui disent qu'il ne faut pas apprendre à nager. Et moi, je pense que c'est une grossière erreur parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. N'importe qui peut tomber dans l'eau ou dans une piscine pour raison X, Y, Z. Et s'il ne sait pas nager, cuter long ou pas cuter long, il va se noyer. Donc, de toute façon, il faut lui apprendre calmement. Et comme l'avait dit Isabelle, ça ne veut pas dire que savoir nager, on va faire de la compétition ou qu'on va à la piscine tout le temps. D'accord. Il y a une question également pour les classes, enfin, c'est pas actuel, ça ne doit pas être en ce moment, mais pour si on est au collège et qu'on veut partir en classe de ski, est-ce qu'il y a des précautions avec les personnes qui sont responsables? Voilà, comment ça se passe pour les vacances ou plutôt les stages de ski scolaires? Alors, en général, ces jeunes patients ont fait, quand ils sont en milieu scolaire, ce qu'on appelle un PAI, un protocole d'accueil individualisé, qui permet justement de préciser tout ce qui a trait, tout ce qui concerne sa prise en charge par rapport à sa canalopathie, avec en particulier quoi faire si l'enfant fait un malaise à l'école, etc. Et si l'option d'un séjour sportif, enfin de ski ou des classes vertes ou je ne sais quoi se passe, il faut faire un protocole. Et bien sûr, il n'y a pas de contre-indication à ce que l'enfant puisse partir. Il faut juste préciser les choses, sa prise en charge, son traitement qui doit être pris tous les jours. Qu'est-ce qui se passe si jamais il fait un malaise ou il y a des signes inquiétants. Voilà, mais avec un protocole individualisé qui précise exactement la situation, comme on fait pour les enfants asthmatiques, hein, c'est exactement la même chose. Alors, on ne leur interdit pas de partir non plus, il faut juste que les choses soient anticipées, discutées, précisées, écrites, et à ce moment-là, moi, je ne pose pas de contre-indication à ce qu'ils participent à ce genre de séjour. D'accord. Les certificats d'aptitude partielle, est-ce que tous les médecins les connaissent? Est-ce qu'il faut avoir un imprimé quand on va chez le médecin ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est connu de tous les médecins? Alors, c'est connu de tous les médecins qui s'occupent de patients qui ont des canalopathies, en particulier les cardiopédiatres qui suivent le plus ces enfants jusqu'à l'adolescence. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait diffuser par vos associations, justement, que c'est possible. Ce sont des certificats qui sont établis par les rectorats, c'est même pas les médecins. D'accord. C'est le rectorat de chaque académie qui a son certificat d'inaptitude partielle. Alors, ils ne sont pas exactement tous sur le même formulaire, mais le principe est le même. Hein, c'est de définir vraiment un sport à la carte, une pratique sportive à la carte qu'on renouvelle tous les ans. Et voilà, et vous pouvez tout à fait, au sein de vos associations, diffuser cette possibilité, l'existence de ces certificats adaptés. Je pense que c'est un… Oui, non, je crois que c'est très important, ça aussi, parce que ça a évolué. Hein. Il y a eu une évolution. Il fut un temps, même nous, médecins, on interdisait tout. Ça, c'est le plus facile. Hein, on peut le faire, c'est pas très compliqué. Et puis là, en travaillant avec l'éducation nationale, en discutant, moi, X fois, j'ai été voir des profs de gym, je leur ai expliqué, je leur ai montré, je suis resté, hein, ça m'est arrivé,
tout simplement. Et ils ont compris que, en fait, le plus important, c'est quand même le bien-être de l'enfant. Or, un enfant qui est déjà puni parce qu'il ne peut pas faire beaucoup de sport, si en plus, quand il va à l'école avec ses copains en gym, lui, il va en permanence, c'est une punition terrible, alors que ce n'est pas justifié. Donc, je crois qu'il faut vraiment, si les associations de patients ou de parents de patients peuvent s'emparer du problème et diffuser, je crois que c'est très important. Oui, ça c'est très très important parce que je pense que ce serait bien qu'il n'y ait aucune dispense sportive et que que les enseignants sachent quel sport peut faire tel enfant. Et comme ça, il n'y aurait plus ces différences que l'on peut voir et l'exclusion. Voilà. Donc, c'est très important le certificat d'inaptitude partielle. Il faut vraiment le retenir. Il y a même maintenant des notes pour le bac sportif de participation, même si l'enfant ne… Ah, c'est très intéressant. Il y a des cas où, pas pour forcément des canalopathies, mais des cas où les enfants ne peuvent vraiment pas faire de sport. Et à ce moment-là, ils participent, par exemple, en chronométrant leurs camarades, etc. Et la participation sportive donne des points. Donc, tout est fait en ce moment, enfin de plus en plus, pour ne pas exclure ces enfants, en tout cas dans le milieu scolaire, de la pratique sportive. Très bien. Je me permets une seconde, Madame Pellissier, parce que j'ai vu une question qui est passée d'une dame qui est très importante, qui nous posait la question, y a-t-il une possibilité d'évolution en cas de DVDA et sport s'il y a un défibrillateur? Alors, on va répéter, non. Non, parce que de toute façon, défibrillateur ou pas, le fait de faire du sport va aggraver la pathologie. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'insuffisance cardiaque plus tôt, etc. Donc, ce n'est pas le défibrillateur. Malheureusement, il y a dans cette maladie, comme dans les autres cardiopathies arythmiques maintenant dont on parle, eh bien, le sport aggrave l'effet de la mutation génétique que l'on a. Donc, défibrillateur ou pas défibrillateur, on ne changera pas d'avis pour le moment. Non ? Très bien. Comment fait-on pour les enfants, pas le sport, la cour de récréation, tout simplement, c'est-à-dire que les enfants en bas âge qui ont des TV catocholérgiques, la cour de récréation, est-ce qu'il y a des recommandations, des restrictions, que faut-il leur dire? Alors, en particulier pour les TV catécholergiques, je suis passée très rapidement tout à l'heure, mais effectivement, c'est la même problématique que le QT-long avec une sensibilité qui est un petit peu plus importante, on va dire. Ce qui est déterminant, ça va être de s'assurer que le traitement protège l'enfant. Donc, s'il est petit, on va faire des haltères, voilà, et dès qu'il va être en âge de faire des épreuves d'effort, il faut faire des épreuves d'effort. Et à partir du moment où on est confiant dans son traitement, on peut le laisser jouer dans la cour de l'école. C'est un petit peu, bien sûr, il chahute un petit peu plus, etc. Mais si on ne le laisse pas jouer dans la cour de l'école, c'est qu'on n'est pas confiant dans son traitement. Et à ce moment-là, il faut optimiser son traitement pour le protéger au maximum. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, où on parle de moins de restrictions pour les canalopathies, et qu'est-ce que ce serait moins de restrictions? Moins de restrictions, c'est trouver des pratiques sportives qui sont possibles. Comme j'ai dit dans ma présentation, la contre-indication totale est exceptionnelle maintenant dans les canalopathies. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs années, comme disait François aussi, parce que c'est plus facile d'interdire que de passer 3 consultations pour expliquer exactement qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Mais quand on prend ce temps-là et quand on a bien… on a un bon bilan qui permet d'évaluer le risque du patient et qu'on a bien documenté l'effet du traitement, on peut tout à fait proposer des activités sportives à tous les patients qui ont des canalopathies. Donc ça a énormément évolué par rapport à, par exemple, il y a une dizaine d'années. Après, bien sûr, il y aura toujours des restrictions puisqu'on a vu que l'effet malheureusement toxique par rapport à la canalopathie, éventuellement de faire du sport très intense avec les complications potentielles. Mais moi, je considère qu'il y a eu quand même des grandes avancées avec tout ce dont on vient de parler. D'accord. La plongée sous-marine?
Alors, la plongée sous-marine, c'est un peu plus complexe parce que d'abord, on n'est pas tout seul, ça c'est sûr, mais on va se mettre en apnée, enfin, on va pas se mettre en apnée, mais on va avoir tendance à faire, enfin, sous l'eau, même si on a une bouteille, il y a un petit peu de bradycardie. Et moi, c'est quelque chose pour lequel je suis un peu plus enfin, je donne moins d'autorisation. François? Non, moi je suis d'accord. Hein. Alors moi je suis pas un spécialiste de la plongée, mais on a dans le club des cardiologues du sport un grand spécialiste, Vincent Lafay. Il me dit toujours, rappelle-toi d'une chose François, c'est qu'un malaise en plongée sous-marine, c'est une mort subite. C'est ça, voilà. Le problème, Donc prendre le D'accord. risque d'avoir un malaise, ouais. je pense que ça vaut pas la peine de prendre ce risque, quoi. D'accord. Je crois que Isabelle Dangeois en a parlé dans sa présentation, mais aux États-Unis, les recommandations se sont un petit peu élargies pour le sport en compétition. Est-ce qu'on peut penser qu'en Europe, ce sera la même chose? Les recommandations européennes, elles viennent d'être réactualisées D'accord. en 2020. Le sport de compétition reste, la règle reste la contre-indication. Maintenant, D'accord. encore une fois, comme a dit François, chaque cas est à discuter en fonction Oui, oui. de la canalopathie, de la Mhm. tête, du sport, etc. Et on peut être amené dans certains cas, à donner des autorisations. Mais pour ce qui est, par exemple, des adultes jeunes et des adolescents chez qui on diagnostique une canalopathie, je crois qu'il faut bien leur expliquer, en particulier ceux qui veulent s'orienter vers des carrières sportives, que ça ne sera certainement pas possible. Il ne faut pas laisser un jeune qui a un QT long s'engager dans une perspective de faire une carrière sportive professionnelle s'il a un QT long. À un moment donné, voilà, on ne pourra pas suivre. Je ne sais pas si tu es d'accord, François. Non, je crois que le jeune qui malheureusement, chez qui il y a une canalopathie ou une maladie arythmogène du ventricule droit, il ne faut pas le laisser rêver. Voilà. Il faut tout de suite lui dire, et nous on a eu le cas, Isabelle, on l'a eu tous les deux, d'une sportive de très haut niveau chez qui le diagnostic de QT long a été fait très tard alors qu'il aurait pu être fait beaucoup plus tôt. Elle a été dans tous les niveaux d'équipe de France et quand elle est arrivée à l'équipe de France senior, boum, le médecin prend un peu plus de temps, voit le QT long et nous contacte. Et avec Isabelle et d'autres, on a dit que c'était pas raisonnable. Ça a été totalement incompris par cette jeune femme qui avait pu faire du sport toute sa vie alors qu'elle avait la pathologie. Donc, il faut arrêter le plus tôt possible pour lui faire comprendre et l'orienter vers un autre sport. Et je reviens sur les recommandations américaines. Il y a un peu plus de permissions, mais ce n'est pas toujours des permissions. C'est pas allez-y, faites ce que vous voulez. D'abord, c'est bêta-bloquant à forte dose, toujours, ce qui n'aide quand même pas la performance de très haut niveau. Oui. Et le plus souvent, c'est avec un défibrillateur dans le sac. Hein? D'accord. Donc, je veux dire, c'est les Américains. Je ne dis pas qu'ils ont tort, je ne dis pas qu'ils ont raison. Je dis qu'ils ont ouvert un peu plus la fenêtre que les Européens. Qu'est-ce que feront les Européens? Attendons, on réfléchit. Et comme l'a dit Isabelle, on a beaucoup avancé. Vraiment, moi qui étais parmi les plus motivés pour avancer, je trouve que tout le monde a beaucoup avancé. Et je ne le dis pas parce qu'elle est là, j'ai eu beaucoup de chance que Isabelle et moi, on soit toujours d'accord pratiquement. Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste du QT long du tout. D'accord. Parce que c'est bien que tous les centres de compétences donnent les mêmes indications aux patients. Parce que moi, j'ai été contactée par des patients qui me disaient « Bon, ben, je vais changer de CHU pour avoir une autorisation. » Donc, je pense qu'une harmonisation de tous les centres de compétences, c'est très important. Voilà. Ah, c'est essentiel. C'est essentiel. Il faut qu'on parle d'une même voix. Voilà. Quitte à prendre des avis à plusieurs, mais c'est pour ça que... il faut qu'on parle d'une même voix. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a rien de pire que la douche froide ou la douche écossaise, bien sûr. Oui. Et donc, la décision collégiale d'associer, comme vous avez dit en début de présentation, d'associer les patients aux décisions et les familles, les parents et les jeunes qui sont concernés, c'est très important. Il y avait des questions qui allaient un petit peu dans ce que vous avez un petit peu répondu. Il y avait effectivement la surprise de ne pas avoir d'électrocardiogramme systématique quand
quand on va faire du sport, puis finalement, c'est ce que tu disais, François, de se retrouver, d'arriver jusqu'à un niveau quasiment national et de découvrir un QT long. Est-ce que finalement, c'est des choses qui vont changer sur le bilan à faire pour une licence sportive? Ça, je sais que c'est un sujet que tu aimes bien. Et il y a un deuxième élément aussi qui est les Américains, voilà, les athlètes américains, puisqu'il y a eu une publication dans Circulation là, qui montrait effectivement des athlètes américains avec des fibrillateurs aussi, et qui finalement, il n'y avait pas beaucoup plus d'éléments ou d'incidents que ça. Donc, je pense que c'est effectivement des éléments que tu connais. Sur ces deux aspects-là, qu'est-ce que tu pourrais nous préciser? Alors, pour le premier point, tu connais mon point de vue. Si on fait une visite d'absence de contre-indication au sport, il faut un électrocardiogramme. La question, ce n'est pas de savoir s'il faut un électrocardiogramme, c'est s'il faut faire une visite. Là, c'est un autre problème. Donc, c'est recommandé. Les médecins qui font les certificats ne suivent pas toujours les recommandations. En Italie, c'est dans la loi, c'est marqué. En France, ça ne l'est pas. Et je crois que c'est mieux de ne pas le marquer. Parce que quand on marque quelque chose dans la loi, c'est marqué dans le marbre. C'est très difficile à enlever. Peut-être que dans 4 ans, on dira l'inverse. Je pense que le médecin doit savoir que quand il ne fait pas d'électrocardiogramme, il détecte 15% de maladies cardiovasculaires. Point. Donc, je pense que si je suis un bon médecin, je fais un électrocardiogramme pour en détecter 85. Deuxième point sur le défibrillateur et les Américains, il faut bien lire l'étude en question. Ce n'étaient pas des champions. C'était des gens qui faisaient du sport, beaucoup de golfeurs, beaucoup de sports comme ça. Il n'y avait pas de triathlètes, il n'y avait pas de gens qui faisaient des ultra-trails, il n'y avait pas du cyclisme professionnel ou de très haut niveau. C'était, oui, ils faisaient de la compétition, mais il y a compétition et compétition. Et ceux qui avaient des défibrillateurs en plus, comme je vous l'ai dit, avaient en plus des bêta-bloquants. Donc, alors après, il y a un autre débat, peut-être qu'on ouvrira dans les prochaines discussions, c'est qu'il y a compétition et compétition. Je peux prendre le départ d'une épreuve sans vouloir gagner, juste pour la faire pour le plaisir. Je peux jouer au golf en compétition sans décider de battre tout le monde. Et dans ce cas-là, avec un bon traitement, on a vérifié sur le terrain avec un holter que tout se passe bien, peut-être que ça pourra se discuter dans quelques années. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, ce n'est pas pour nous dédouaner, mais la décision n'est pas facile non plus pour nous. Je crois qu'il faut bien le comprendre et que aujourd'hui, on fait vraiment tout pour que le patient puisse faire au moins un sport. On fait vraiment tout. J'ai vu une autre question, sport et stimulateur cardiaque, parce qu'on a parlé des défibrillateurs, mais on n'a pas évoqué les stimulateurs cardiaques. Alors, le stimulateur cardiaque en lui-même n'est pas une contre-indication à la pratique sportive, y compris en compétition. Il faut bien sûr faire des sports. Le rugby et un stimulateur, ce n'est pas le top. Vous imaginez bien avec les chocs. Quoique maintenant, il y a des protections. Moi, j'ai autorisé à des sportifs de faire du hockey parce qu'ils avaient les protections que mettent les joueurs de football américain. Là, donc, voilà. Ouais. Ce n'est pas du tout le même problème. Il y a des sports, par contre, qui ne sont pas idéaux, comme la natation, la nage papillon, où vous tirez énormément sur votre épaule, la gymnastique, etc. Donc, on est beaucoup moins restrictif vis-à-vis du sport et le stimulateur que dans les canalopathies. Beaucoup moins restrictif. Vous pouvez faire du marathon, vous pouvez faire du trail, vous pouvez faire tout ça, vous pouvez le faire avec un stimulateur, même en compétition. Que c'est un élément important qui ressort un petit peu des discussions là, et des questions. Il y a, comme tu l'as dit, il y a sport et compétition et compétition. Et je pense que ce qui est peut-être important aujourd'hui, c'est effectivement de ne pas se retourner vers un centre où finalement il y a une culture de l'interdit ou de l'interdiction assez systématique. Et je pense qu'il faut essayer d'adapter l'effort et surtout de bien expliquer. Et effectivement, comme tu le disais, il y a le rôle des APA aujourd'hui qui peuvent arriver à finalement montrer jusqu'à quel niveau on peut aller de manière raisonnable. Et puis bien évidemment, de suivre son traitement et d'être avec une médication qui va être le plus adaptée possible. Et je crois que ça, c'est effectivement aussi le rôle que nous avons dans les centres de référence, dans les centres de compétences. C'est finalement d'avoir une vision un peu à la carte pour chaque patient et surtout être capable que lui se prenne en charge sa pathologie et sache jusqu'où il va pouvoir aller. Je pense que ça, c'est vraiment un élément important. D'accord, très bien. Bon, bah, c'est parfait comme dernier petite conclusion pour notre session. session. Rajouter quelque chose? Bien sûr.
En fait, on a eu des témoignages et je pense que par sécurité, ce qui est très important aussi, c'est de mettre un temps à l'entraînement, un début mais aussi une fin. Parce qu'on a eu pas mal de témoignages, par exemple, les gens couraient ou faisaient du vélo et ils s'est dit, bon, je pars pour 45 minutes. Voilà, c'est le max que je sais que je peux faire. Mais en fait, ils se sentent bien. Et ça fausse l'état euphorisant qu'on a quand on fait du sport, fausse en fait notre état réel de santé. Et les signes n'apparaissent pas dans ces cas-là. On se sent bien, on continue. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, et c'est après que les problèmes en fait arrivent. Souvent, c'est quand on a dépassé ce seuil. Alors, même si c'est frustrant, il faut vraiment rester dans nos 45 minutes, dans nos 30 minutes, dans ce que notre corps peut supporter. Même si on se sent bien, il faut se dire vraiment que c'est notre état, l'état que le sport nous procure, qui nous met un petit peu en euphorie, qui nous fait oublier nos signes et on ne les voit pas, et c'est là le danger. Donc, même si on se sent bien, moi, je recommande vraiment d'arrêter. Si on s'est fixé 30 minutes, même si on est bien, on arrête, parce qu'après, les signes vont apparaître et c'est là que le danger aussi arrive, en fait, de continuer. Ça pose complètement. Oui. Vous avez entièrement raison. De toute façon, quand on se fait un entraînement, si c'est 45 minutes, c'est 45 minutes. Oui, il faut vraiment… Tout à fait, il faut respecter ce qu'on avait prévu de faire. Oui. Même si c'est frustrant, ça reste une sécurité quand même. Et alors moi, je voudrais juste conclure sur les cardiopathie congénitale, parce que finalement, on n'en a pas parlé, mais ce n'était pas la thématique du jour. Et je pense que sur ces approches-là, il y a probablement encore beaucoup moins de restrictions que ce qu'on peut avoir dans les canalopathies. Et je crois qu'il n'y a pas véritablement des choses vraiment juste, des pathologies extrêmement sévères, mais on est vraiment dans une dynamique où il y a très peu de contre-indications formelles. Et je pense même que le sport est un élément, là aussi, comme pour tous les enfants, qui est extrêmement important. Je pense que c'est important de cette manière-là de véritablement rentrer dans des programmes et de savoir jusqu'où on peut aller, d'encourager les enfants et les adolescents à avoir une activité adaptée. Et je pense que c'est la difficulté, la discussion qu'on a eue juste avant, c'est d'arriver à trouver cette adaptabilité-là. Mais c'est possible, ça existe, ça se fait. Et je pense que ça, c'est le rôle aussi des centres de référence et de compétences de pouvoir proposer ce type d'accompagnement. Après, nous, on a pas mal de retours de famille où les parents ne préfèrent carrément pas dire que leur enfant est atteint parce qu'en face, ils vont dire il va être complètement rejeté de l'école, complètement rejeté des cours. Donc, dans le doute, ils préfèrent vraiment se taire complètement. Alors là, je ne sais pas la responsabilité après de l'école, du professeur de sport qui n'est pas du tout au courant en fait, de ces pathologies. Il y en a pas mal. Hein. De toute façon, s'il y a une pathologie et que l'école n'est pas au courant, elle ne peut pas être engagée, sa responsabilité. Personne. Oui, mais moralement, ce n'est pas évident s'il y a un accident. Ah oui, ça, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais les écoles le testent de toute façon, donc bon, c'est pas un problème, si je peux dire. Bien, écoutez, je crois je pense qu'il faut justement limiter les contraintes. Bien sûr, les prendre en considération, mais les limiter pour qu'il n'y ait pas de liberté non cadrée prise par les jeunes. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important des rendez-vous comme il y en a eu un ce soir. Est-ce que la session est enregistrée? Parce que certaines personnes nous demandent s'ils pourront avoir les interventions des médecins. Donc, est-ce que c'est enregistré? Je crois que Lisa nous l'a dit tout à l'heure. Oui, tout est enregistré. Donc, c'est pour ça aussi qu'on insistait sur le côté de pouvoir poser les questions sur le chat pour qu'on puisse justement garder ça dans les vidéos et que vous ayez aussi les réponses aux questions qui finalement sont source d'informations très précieuses. Donc, c'est enregistré, ce sera diffusé. Comme le mois dernier avec le test génétique et l'annonce du diagnostic, elles ne sont toujours pas en ligne, mais ça va arriver. Oui. Et la semaine prochaine, le mois prochain, le jeudi 4 mars, ce sera sur le projet de grossesse. Et pareil, on aura aussi les sessions enregistrées et qui seront diffusées et libres d'accès à tous sur le site de la filière. D'accord. Donc, un très grand merci à tous les intervenants, les orateurs, les modérateurs, et merci à tous pour cet échange qui est riche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Très bonne soirée. Merci aux orateurs. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.